Alors, nous avons prévu un format court aujourd'hui avec une place pour les échanges. Donc, on va couper vos micros pendant la partie théorique, mais vous pourrez les rouvrir vers la fin pour la discussion, ainsi qu'utiliser la section converser si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes. Le contenu aujourd'hui est un petit peu dense, mais on vous fera passer les slides qu'on utilise et il y aura un enregistrement également de ce webinaire si jamais vous souhaitez le réécouter. L'idée aujourd'hui, c'est de mieux comprendre les mécanismes qui se jouent pendant et après une crise, d'identifier ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour aborder la crise et de réfléchir et d'échanger ensemble sur l'après-crise. Donc, c'est ces thématiques-là que nous allons aborder ensemble. Alors, 2 mots sur Catalyse. Nous sommes un cabinet de coaching spécialisé dans la santé. Nous accompagnons sur les sujets de management, de communication, de développement personnel et professionnel, mais également de qualité de vie au travail et de leadership au féminin, avec des formats qui peuvent prendre différents aspects, de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement de binôme, des séminaires, des formations. Et tous ces accompagnements peuvent se tenir en présentiel ou à distance, comme vous le voyez avec ce webinaire aujourd'hui. Donc, nous travaillons exclusivement avec le secteur de la santé, avec à la fois le personnel médical, paramédical, administratif, dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, les startups en santé. Et donc, vous voyez ici certains de nos clients. Alors, sans plus attendre, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il semble important de savoir de quoi on parle quand on évoque une crise. L'étymologie du mot crise est intéressante parce qu'elle nous renvoie au double sens du mot, à la fois la crise en tant que manifestation violente, brutale d'une maladie, ça vient du latin crisis, ou lorsqu'on prend le terme grec crisis avec un K, on est plutôt sur jugement, décision. Et d'ailleurs, en chinois, le mot crise est composé de 2 idéogrammes qui signifient à la fois danger et opportunité. Alors, qu'est-ce que cette crise sera et aura été pour chacun de nous? D'abord, pourquoi est-ce qu'une crise est un événement si perturbant? Une crise, ça arrive là où on ne l'attend pas, ça crée des difficultés en cascade, ça dépossède l'organisation de la maîtrise des événements, ça déstabilise les personnes et ça affecte leur capacité de réaction, ça ébranle les convictions et ça fait naître des incertitudes, ça perturbe les modes habituels de fonctionnement et ça se déroule sous l'œil du plus grand nombre, qui peuvent être le grand public, la société, les médias. Et donc, autant d'éléments qui en font un moment particulièrement complexe, et ça avant même de parler du contexte de pandémie mondiale que nous traversons actuellement. Alors, certains facteurs peuvent venir aggraver la manière dont la crise est vécue au sein de chaque organisation et par chacun individuellement. Il nous semblait important de parler de ces facteurs parce qu'on rebondira sur certains de ces aspects quand on parlera de l'après-crise. Tout d'abord, une crise peut être aggravée par des situations personnelles. Au-delà de votre rôle de soignant, vous avez bien sûr tous été touchés à titre personnel. La santé de vos proches, le risque que vous leur faites courir en étant auprès de malades, auxquels s'ajoutent les conditions individuelles dans lesquelles s'est déroulé votre confinement et le déconfinement. Que vous soyez seul, que vous soyez en compagnie de quelqu'un de fragile, que vous soyez avec des enfants qui du coup sont à domicile ou autres situations personnelles. Et puis, on nous a beaucoup remonté un décalage entre ceux parmi vous qui étaient dans le feu de l'action sur le terrain et ceux qui, à contrario, étaient en télétravail et l'impact que ces différentes conditions pouvaient avoir sur votre crise. Deuxième facteur aggravant, ou qui peut être aggravant, l'organisation de la crise elle-même. Vous êtes peut-être dans un établissement ou une structure où l'organisation de crise était prévue et où tout s'est déroulé de manière plutôt fluide. Ou au contraire, vous avez peut-être fait face à des rôles qui ont mis du temps à être définis, à un manque de coordination au sein de votre établissement, peut-être à un manque de moyens, on en a beaucoup entendu parler, mais que ce soit des moyens matériels ou humains qui là aussi peuvent avoir mis du temps à se mettre en place. Autant d'éléments auxquels s'ajoute bien sûr le stress, la fatigue, les pressions, tout ce qui contribue à l'usure des personnes et qui ont pu être particulièrement bien ou mal gérés au sein de votre organisation. Enfin, la communication et l'information peuvent aussi être et avoir été des facteurs aggravants suivant votre contexte. Est-ce que vous avez dû faire face à des informations initiales qui étaient imprécises? Est-ce que vous avez été amené à gérer des informations fausses, voire contradictoires? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés de communication dans votre établissement, dans vos équipes? Donc, comme vous le voyez, suivant votre contexte, suivant le contexte de vos équipes,
Ces facteurs ont pu venir aggraver le vécu de la crise par chacun. Alors, vivre une crise, c'est vivre un changement. Un changement violent par son ampleur, par sa rapidité, par ses conséquences. C'est même souvent vivre plusieurs changements imbriqués les uns dans les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vit un changement? On passe typiquement par 3 phases qui peuvent se succéder ou coexister et s'entremêler. La première phase, c'est la phase de fin. Il s'agit d'abord d'accepter de renoncer à la situation existante et d'en faire son deuil. Une partie de nous s'accroche au passé, même quand la situation antérieure n'était pas heureuse. C'est intéressant de noter aujourd'hui, au début du déconfinement, le nombre de personnes qui justement commencent à dire « Ah, mais c'était quand même bien le confinement, on rentre dans cette phase aujourd'hui, on ne sait pas ce qui nous attend. » Donc là, aujourd'hui, on est à nouveau en train de vivre cette phase de fin. Une deuxième phase qui est une zone neutre. Entre la fin d'une phase et le début d'une autre, il y a un important passage à vide, à durée assez indéterminée. C'est une phase qui est marquée par l'incertitude, la confusion, voire dans certains cas la détresse. Lorsqu'on vit des changements majeurs, c'est pendant cette phase que le travail intérieur profond et la maturation se font. C'est souvent une phase qui est très négligée dans notre monde moderne, car on a tendance à passer directement au nouveau départ. Justement, le nouveau départ, c'est la troisième phase. C'est le moment où on accepte le positif qui est attaché au changement que l'on vit, ou en tout cas la nouvelle réalité dans laquelle on est contraint d'évoluer. C'est à ce stade qu'on va retrouver l'envie et le dynamisme qui sont nécessaires au passage à l'action. Et chacune de ces phases déclenche une série de réactions et d'émotions qui peuvent être différentes chez chacun. Ça s'apparente à la courbe du deuil que vous connaissez sûrement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire face à ces émotions? On a un webinaire qui est dédié au sujet des émotions, donc je ne vais pas y passer du temps aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que ces émotions, elles sont venues et elles viennent compliquer le fonctionnement que vous pouvez avoir avec votre entourage professionnel. Et donc, il faut les prendre en compte dans la préparation de l'après-crise. Alors là, bien sûr, je viens de vous parler de comment on vit un changement. Mais comme chacun sait, comme je l'ai évoqué, cette crise n'a pas donné lieu uniquement à un seul changement. Et avec le déconfinement, on amorce un nouveau changement. Vous voyez là la courbe du changement sur le Covid. Il a fallu faire son deuil du monde tel qu'on le connaissait, mettre en place un nouveau mode d'organisation, accepter ce changement pour prendre un nouveau départ. Mais dans certains cas, cette crise du Covid a pu arriver au milieu de changements existants, des changements organisationnels, des changements de manager, ce qui a pu encore plus compliquer l'adaptabilité nécessaire. Alors, et après, que ce soit aujourd'hui ou dans les semaines à venir, certains ne sont pas encore prêts à passer à la phase qu'on a nommée post-Covid sur cette slide. Certains se sentent encore au cœur de la crise. Et suivant le contexte dans lequel vous êtes, vous avez peut-être l'impression aujourd'hui d'être plutôt encore au cœur de la courbe rouge ou d'être en train d'amorcer la courbe verte. Et donc, vous voyez déjà que ces 3 courbes s'enchevêtrent, ce qui signifie qu'on nous demande à chaque fois d'intégrer un nouveau changement alors qu'on n'a pas encore digéré le précédent. Et on peut ajouter à cela toutes ces autres courbes qui pourraient représenter la manière dont chacun dans votre entourage, personnel et professionnel, peut vivre chacun de ces changements. Vous voyez donc que chacun aura vécu cette crise différemment, en termes de rythme, d'impact, d'intensité, de réaction. Chacun aura aussi choisi jusqu'où il ou elle a eu envie d'aller à titre personnel. On a eu beaucoup de témoignages de professionnels de santé qui nous évoquaient des personnes qui s'étaient révélées dans leurs équipes, ou à contrario, des personnes qui avaient été paralysées par le stress. Chacun est allé où il pouvait, en lâchant prise, en prenant des risques, en expérimentant ou en étant accompagné. Certains sont probablement sortis de leur zone de confort et ont fait de cette crise une occasion d'apprentissage et même de croissance, alors que d'autres sont peut-être restés tétanisés par la peur. Il va donc être critique d'être conscient de cela dans la sortie de crise. Alors justement, parlons de cette sortie de crise. Avant la crise, on était dans un fonctionnement qu'on peut qualifier de normal, avec sûrement une dose de préparation pour ce type d'événement ou au moins pour une crise dans l'absolu. Puis, un événement déclencheur, on entre en crise. Un certain nombre de facteurs viennent aggraver la situation. Dans le cas de la crise actuelle, le nombre de malades, la saturation des urgences, et on atteint le pic, la phase aiguë de la crise. Et là, on est vraiment dans la gestion de l'urgence. Au sein de la crise, on assiste à une succession de mini-crises, de micro-décisions. On a l'impression de ne jamais être en contrôle. Et puis, va arriver le moment où on sort de la crise. Ça va être le moment où il faut détecter la fin de crise. Elle va être probablement différente d'un établissement à l'autre. Certaines cliniques privées, par exemple, ont déjà commencé à lever le dispositif de crise et commencent à aborder l'après-crise.
Il faut faire attention de ne pas lever ce dispositif au premier signe en étant vigilant d'éviter l'effet boomerang. Il faut tenir dans la durée, mais il faut éviter de prolonger le dispositif inutilement. Donc, si vous êtes à la tête d'une équipe, à la tête d'un établissement, c'est un joyeux acte d'équilibriste qu'il faut mener, d'autant plus qu'il peut y avoir un décalage entre une direction ou des responsables qui sont déjà dans l'anticipation de l'après et des équipes qui se sentent encore enlisées dans le pendant. L'après-crise se structure en 3 temps. D'abord, au vu de ce qu'on vient de voir sur la manière dont chacun a pu traverser la crise, il est important de reconnecter tout le monde et de faire un retour de vécu. Je vais en reparler plus en détail dans un instant. Ensuite, viendra le temps des retours d'expérience qui permettront de capitaliser sur ce qui est sorti de la crise, sur ce qu'il faut en retenir, non seulement pour les prochaines crises, mais aussi dans le contexte du fonctionnement général de l'établissement. Enfin, inévitablement, d'une crise peuvent découler des ajustements managériaux, organisationnels qu'il faudra mettre en œuvre. Et après, le besoin de se remettre en veille, de prévenir les risques, de mettre en place des formations en attendant potentiellement la prochaine crise. Je vous propose de prendre un petit temps pour parler du retour de vécu et du retour d'expérience, car beaucoup de personnes nous ont demandé comment il fallait s'y prendre. D'abord, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important de faire un retour de vécu ? Quand on fait un retour de vécu, ce qu'on essaye de faire, c'est de partager le vécu de la crise, d'en reconnaître la difficulté traversée par chacun, mais aussi, et ça c'est important, les points positifs qui en sont sortis, de normaliser le vécu face à cette expérience. On essaie aussi de purger les émotions. On l'a vu, elles sont très présentes, on ne peut pas le nier, il faut donc permettre à chacun de les exprimer. On essaye d'entendre toutes les voix du système, le système qui est votre organisation, qui est votre équipe. Certains se sont peut-être sentis à l'écart, se sont sentis sur ou sous-utilisés. Il faut leur donner une place d'expression. Il est important de reconnaître le rôle que chacun a pu jouer à son niveau et surtout de reconnecter le collectif en les faisant atterrir sur la nouvelle réalité qui est la nôtre et qui est la vôtre aujourd'hui. Alors, le type de sujet qu'on peut aborder dans les retours de vécu, c'est des questions comme comment s'est passée cette crise pour vous à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. Comment vous avez réussi à faire face ? Qu'est-ce qui a été facile ou difficile pour vous ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? Qu'est-ce que vous retiendrez à l'issue de cette crise ? Et qu'est-ce que cette crise vous a peut-être appris sur vous ? Qu'est-ce qu'elle vous a peut-être donné envie de faire ? Il est important de laisser le négatif s'exprimer, bien sûr, mais aussi de faire sa part au vécu positif. La meilleure manière de faire ces retours de vécu, c'est à l'oral, en individuel ou en petit groupe, mais il sera indispensable de trouver un moyen de partager ces vécus individuels avec le collectif. Cela peut prendre différentes formes, partage de verbatim, tourner une vidéo, créer une fresque commune, garder une trace d'une manière ou d'une autre de ce qu'a vécu le collectif. Ça peut être parfois utile de faire ce retour par quelqu'un d'extérieur auprès de qui les gens s'ouvriront plus facilement. Quoi qu'il en soit, la restitution à tous sera aussi importante que l'ouverture de la parole. Au-delà des retours de vécu, il y a bien sûr des retours d'expérience sur lesquels il faut capitaliser, à la fois pour une prochaine crise, mais aussi pour le fonctionnement général de votre établissement. Avec ces retours d'expérience, on cherche à comprendre ce qui a bien ou mal fonctionné, à capitaliser sur la collaboration, l'innovation et l'entraide. On nous remonte beaucoup d'expériences positives pendant cette crise, notamment autour de la collaboration et de l'innovation. Valoriser l'expérience acquise, s'approprier l'expérience de la crise pour construire l'après. Il faut collecter de l'information, idéalement à chaud et par écrit, pour pouvoir ensuite l'analyser. Ce qui a bien, moins bien fonctionné, ce qui doit être amélioré, les sources de frustration, les pistes d'amélioration. Deuxième étape de ce retour d'expérience, c'est d'engager tout le monde dans une réflexion collective pour construire l'avenir. Cela peut passer par des sessions de réflexion créative, par des temps de cohésion d'équipe. L'objectif est de faire émerger de nouvelles idées et de remettre tout le monde dans une dynamique positive. Et enfin, à partir de tous ces éléments, il va falloir définir un plan d'action, choisir les chantiers sur lesquels on souhaite travailler et comment, et revenir vers les équipes sur le plan que vous choisissez d'adopter, probablement dans le contexte plus large qui peut être celui de votre plan d'établissement, celui du projet de service ou autre. Dans tous les cas, pour ceux d'entre vous qui sont en position de management, ce qui sera clé pendant et après la crise, c'est la confiance. Inspirer confiance, maintenir la confiance. Car on s'en remet à celui qui nous guide. Le challenge est donc d'inspirer confiance durablement. Pour ce faire, il y a plusieurs ingrédients. Premier ingrédient, c'est d'être transparent et authentique. Parler vrai, dire ce qu'on pense, penser ce qu'on dit, savoir reconnaître ses erreurs s'il y en a eu, savoir reconnaître les changements qui ont eu lieu et à quel point ça a pu être difficile de vivre ces changements.
dire ce qu'on sait dire, ce qu'on ne sait pas dire. Celui qui a réponse à tout est souvent suspect, particulièrement dans cette situation de crise. Deuxième ingrédient, se montrer pédagogue dans l'action. La crise n'est pas finie, il faut prendre le temps d'expliquer pourquoi il est quand même important de se projeter. Il faut dire ce qu'on fait et ce qu'on ne peut pas faire. Il faut être le plus clair possible dans ses communications, prendre le temps d'expliquer pourquoi et pourquoi en 2 mots. Et il est important de continuer à apporter des réponses immédiates tout en portant cette vision sur le long terme. Enfin, le dernier ingrédient, c'est de penser collectif, de rassembler les gens, de bâtir du commun. On se souvient des combats qu'on a menés ensemble. Les gens ont besoin d'un sentiment d'appartenance, probablement plus que jamais aujourd'hui, d'appartenance à une communauté, à un collectif. Il y a aussi un besoin d'humanisation du collectif, accorder sa confiance et valoriser les membres de l'équipe, les motiver à contribuer à la hauteur de ce qui leur est possible. Et se montrer soi-même exemplaire et positif, c'est très important dans cette phase-là. Avant d'ouvrir la parole, nous voulions finir en vous parlant un peu de l'accompagnement que nous proposons en temps de crise. Que ce soit pendant la crise ou juste après, nous accompagnons les équipes et les personnes à risque dans le but de les soutenir par des coachings ciblés sur des problématiques précises, par ce qu'on peut appeler des coachings de masse, c'est-à-dire la mise à disposition de coachs sur une ou plusieurs journées dans les établissements pour permettre aux gens d'être coachés en coaching flash, par des groupes de parole, des groupes de co-développement entre pairs ou par des formations. Par exemple, en ce moment, on accompagne des chefs de service d'un établissement sur tout ce qui est management et communication de crise. Après, notre intervention peut prendre différentes formes selon les besoins de chacun. Nous pouvons intervenir pour cadrer l'approche d'après-crise, identifier les attentes et les besoins en parlant aux différentes parties prenantes, définir une approche qui soit adaptée à votre organisation. Nous pouvons conduire des entretiens ou envoyer les questionnaires si c'est pertinent, afin de libérer la parole, puis de faire une analyse, une synthèse et surtout une restitution collective afin d'aligner tout le monde. Nous accompagnons aussi les personnes à se projeter dans le futur par le biais d'ateliers, de groupes de travail, de team building. Et enfin, nous accompagnons, lorsque ça devient pertinent, les ajustements organisationnels, que ce soit en travaillant avec les personnes qui doivent conduire des changements ou prendre de nouveaux postes, ou avec des équipes en transformation. Notre offre, dans tous les cas, est sur mesure et spécifique à chaque établissement. Et suivant le contexte et les besoins, nous pouvons la conduire en présentiel ou à distance. Voilà, ça clôture vraiment la partie plus théorique de notre webinaire. Et nous voulions prendre le temps pour échanger et répondre à vos questions, à vos témoignages sur la crise et l'après-crise. N'hésitez pas à rallumer vos micros si vous voulez intervenir ou à partager par écrit. On se fera les relais de vos questions. Je vais nous remettre, voilà, de façon à ce qu'on puisse se voir. Est-ce que vous aviez des remarques? Oui, merci pour vos remerciements en tout cas. Sur les choses qui se passent peut-être pour vous en ce moment, selon les structures où vous travaillez? Est-ce qu'on parle déjà de sortie de crise ou... Oui, attendez. Je crois voilà. que J'active votre micro, docteur. On parle de la reprise de la crise maintenant. De la reprise. Au Liban, oui. Oui. Reprise de la crise. Le nombre a commencé à augmenter maintenant. Et vraiment, on est en train de s'adapter. Je suis le directeur d'un hôpital, et voilà. Mais comme elle a dit qu'il faut vraiment admirer les gens, leur donner confiance, leur dire merci, les secouer tout le temps, c'est, je crois, le plus essentiel dans la gérance de la crise. Être présent aussi, effectivement. Voilà, exactement. Et du coup, vous aviez commencé à mettre en place des choses de sortie de crise et avant d'avoir ce retour ou c'était pas encore le cas? Je parle nationalement. Au niveau de l'hôpital, non. Au niveau de l'hôpital, on est bien. D'accord. On est bien au niveau de l'hôpital. Et vous ressentez le besoin de votre personnel d'échanger sur… Pauline a un petit peu insisté sur le retour de vécu, sur un partage
de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent? J'ai senti le besoin d'une psychothérapie du personnel. Peut-être. Un grand besoin, surtout, surtout avec les malades, avec le personnel qui traite les malades chroniques, comme la dialyse, comme le cancer, etc. Ils sont sous pression de tous les côtés. J'ai senti ce besoin et on a commencé maintenant avec le personnel qui travaille avec les malades dialysés. Et je crois qu'on va avoir une bonne réponse. On a effectivement beaucoup de personnes qui partagent l'inquiétude qu'ils ont de l'effondrement du personnel soignant ou en tout cas de leurs difficultés et d'un mal-être de certains, d'un épuisement en tout cas, parce que cette crise dure longtemps et que, comme disait Pauline, il y a plusieurs vagues. Oui, je crois qu'on va vivre 2 ans au moins avec ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est même si, en tout cas en France, pour l'instant, on vient de sortir du confinement. Nous, ce que nous remonte, bien sûr, tous les établissements avec lesquels on travaille, c'est que pour autant, la crise, elle est encore présente puisque ça demande une adaptation énorme. Et même les cliniques privées qu'on a pu accompagner, qui n'ont plus forcément de malades Covid aujourd'hui, alors qu'elles ont servi un peu de SAS quand les hôpitaux publics étaient pleins. Elles nous disent que dans tous les cas, même sans malade Covid, c'est toute une organisation tellement différente à mettre en place qu'elles se sentent encore au cœur de ce qu'on peut Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes un hôpital privé, mais tout à fait. C'est une autre organisation. Il faut organiser tout. Tout. Tout, oui, exactement. Et la complexité qui va avec. Exactement. Mais vous faites un travail extraordinaire. Ah, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre conférence. Elle est super. Je peux la revoir, la reprendre. Je vais vous envoyer. On verra tout ça. Ouais, on va vous envoyer. I'm sorry, je suis plus américain. No problem. I'm really sorry, but is it recorded now? This is Yes. Yes. And how can I get it? It's recorded on my phone now? Or, I will send it to you afterwards. Thank you very much. That will help a lot. Vous aurez la présentation tous, et ceux qui nous le demandent, et on vous l'enverra puisque vous nous le demandez, auront l'enregistrement. Et je rassure les autres, on anonymise les personnes pour qu'on ne les voit pas. Voilà, on met des petits dessins devant. Une des choses qui est très importante, un des messages qu'on essaye de faire passer, c'est que la tentation aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui se sentent dans cette phase d'après-crise, c'est d'aller tout de suite sur le retour d'expérience et de se dire « Ok, j'ai vu des choses qu'il faut changer » et donc d'enchaîner le retour d'expérience et les ajustements organisationnels sans tenir compte de ce retour de vécu. C'est pour ça que nous, on passe beaucoup de temps là-dessus dans ce webinaire et qu'on essaye de vraiment insister là-dessus. Les gens autour de vous, ils ont pu vivre une crise avec des aspects très différents pour plein de raisons personnelles, professionnelles, et même s'ils étaient dans le même service, dans le même établissement, ils ont pu vivre cette crise de manière très différente. Et donc, c'est vraiment important de passer du temps sur ce qu'on a appelé là ce retour de vécu pour aider les gens à comprendre déjà comment chacun a vécu cette crise et à se reconnecter les uns avec les autres et se reconnecter avec le collectif. Et je vois quelqu'un qui évoque la souffrance, et il y a peut-être eu de la souffrance pour certains. Pour d'autres, comme je l'évoquais avant, ça a peut-être été une opportunité de se révéler, de grandir, d'apprendre plein de choses. Il faut aussi tenir compte de ça pour ne pas redémarrer à la case départ, parce qu'en fait, on n'est plus à la case départ après cette crise. On redémarre sur une nouvelle réalité pour chacun, et donc c'est vraiment important de prendre le temps de faire ce retour de vécu avant de plonger dans OK, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été mal, qu'est-ce qu'il faut changer pour la prochaine crise, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'établissement, la collaboration c'était super, comment on peut capitaliser là-dessus. Bien sûr, vous allez aller là-bas et vous aurez envie d'aller là-bas, mais il ne faut pas sauter cette case de retour de vécu, quelle que soit la manière de le faire, parce que vraiment c'est important pour aider les gens à se reconnecter au collectif qui vous entoure.
Et peut-être pour ceux d'entre vous qui ne manageraient pas d'équipe ou qui n'ont pas cette possibilité d'organiser ça pour leur équipe, d'en parler, de soumettre cette idée, c'est important et peut-être même de faire des petits groupes où on peut partager ça au sein des équipes, même si on n'en est pas le manager, c'est déjà un bon début. Parce qu'en fait, il faut que ça sorte, si je puis dire, il faut que cette souffrance, mais aussi le besoin de partager, d'entendre ce que les autres ont vécu, parce que, comme le disait Pauline au début, tout le monde a vécu des choses très différentes selon les situations personnelles, professionnelles et le contexte autour d'eux. C'est vrai, c'est très vrai ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages? Il y a quelque chose sur la conversation? Oui, une situation de crise réveille le danger pour chacun et chacune, n'y réagit pas de la même façon, absolument. Pour certains, ça crée un état de choc et d'autres, ça les fait rebondir. Absolument, on a tous des réactions différentes et pouvoir partager les réactions que chacun peut avoir, ça peut aussi aider ceux qui se sentent tétanisés, qui ont très peur. Ça peut aussi aider ceux qui veulent aller trop vite à prendre en compte tout le monde. En fait, c'est ce que ça crée du commun et c'est ça, créer un projet commun, un sens du commun. On affronte ça en collectif et pas chacun individuellement. Ça crée une émulation, effectivement, comme dit Tatiana. Et c'est ce qu'on montrait dans la slide avec les ronds, là où on part de la zone de confort et jusqu'où chacun est allé. Et effectivement, il y a peut-être des gens qui sont restés assez tétanisés et qui sont restés dans la zone de peur, et d'autres qui sont allés assez loin et qui ont pu aller jusqu'à une zone de croissance, une zone d'apprentissage, et qui sont sortis, alors soit parfois malgré eux et parfois volontairement, de cette zone de confort et qui en ont vraiment fait une zone d'apprentissage. D'ailleurs, c'est intéressant, même à titre individuel, de se demander qu'est-ce que j'ai appris pendant cette crise? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? C'est aussi une introspection qui est très intéressante. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions avant qu'on clôture? Non? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci Laure pour vos commentaires. Merci mesdames. C'est Merci. très intéressant. Merci. Au revoir. On vous envoie tout ça. Très bonne fin de journée. Madame, Bonne fin de journée. pour la période post-confinement, est-ce qu'on ne va pas trouver des nouveaux comportements? Des nouveaux comportements? Oui. Alors, si, très certainement. C'est ce que j'évoquais rapidement. Je ne sais pas comment ça se passe autour de vous, mais c'est intéressant. Nous, on constate que à l'approche du déconfinement, il y a beaucoup de gens qui disent mais quand même, le confinement, c'était hyper confortable, c'était très clair ce qu'on avait le droit de faire, de ne pas faire. Les mêmes personnes qui, au début du confinement, ont eu beaucoup de mal à accepter cette situation et qui, là, à l'approche d'une nouveauté et d'un changement, donc c'est les fameuses phases dont je parlais, et il faut se remettre dans ce nouveau changement et être prêt à voir qu'est-ce qu'on va en faire, à accepter qu'il y a un changement, que la réalité a changé et à prendre ce nouveau départ. Donc, il est évident que ce déconfinement va créer une série de craintes, d'angoisses, d'appréhension pour chacun qui vont pouvoir être vécues très différemment par les uns et par les autres. Et comme le souligne on doit s'adapter avec le mauvais et le bon direction. Exactement. Et il ne faut pas hésiter à parler de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. On peut ressentir des émotions. Pauline l'évoquait quand elle montrait la courbe. Et puis, un peu aussi dire aux autres que c'est normal de passer par différentes phases et différentes émotions. Et en parlant des émotions, alors on a du mal souvent dans notre vie professionnelle à parler des émotions, mais en parlant, on les aide à sortir, puisqu'une émotion a besoin de s'exprimer et ça la fait dégonfler. On a un webinaire sur les émotions également, si vous voulez. Donc, pour renforcer le côté psychologique, qu'est-ce qu'on doit faire pendant cette période de confinement? On doit adapter de nouveaux comportements ou pas? Qu'est-ce que vous appelez nouveaux comportements? Une habitude que tu n'as pas l'habitude de la faire. Et là, vous êtes en situation confinée, c'est ça que vous dites? Oui. Et vous voulez confiné ou déconfiné, pardon? Pour vous ou pour les autres autour de vous? Pour moi et pour l'entourage, pour la famille. Alors, il n'y a pas de règle d'or, ça dépend vraiment des situations des uns et des autres.
mais il est important de comprendre de quoi vous avez besoin, que ce soit vous ou votre famille. Est-ce que c'est besoin de temps calme? Est-ce que c'est besoin de temps de travail? Est-ce que c'est besoin de se ressourcer par différentes choses? Et d'être conscient de ces besoins pour du coup essayer de mettre en place des choses qui vont répondre aux besoins des uns et des autres de la meilleure manière possible. Après, viennent se greffer à ça des contraintes en face sur l'espace dans lequel on est, sur différentes choses. Et donc, il faut déjà être conscient de ses besoins pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour chacun. Il n'y a pas de règle d'or. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci à tous ceux qui sont encore là. Merci Laure, effectivement, pour vos précisions sur les angoisses et la vulnérabilité, effectivement. Merci, c'était très intéressant. Je vous encourage. Merci à tous et bon courage à vous. Au revoir. Au revoir.